Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Quel est ce projet de cuisine éphémère à Sainte-Germaine? Alors, pour nous en parler, je reçois Mademoiselle Fiona Bergeron. Mademoiselle Bergeron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. C'est gentil de votre part. Merci. Parce que c'est quand on parle de projet de cuisine éphémère, on sait c'est quoi que le mot éphémère. Pourquoi éphémère? Dans le fond, c'était notre façon de se faire une petite cuisine entrepreneuriale, dans le fond, un projet entre nous pour développer, essayer de travailler le plus possible ce qu'on avait acquis pendant notre cours. Puis, on voulait s'engager à ça, mais pendant un laps de temps pour se permettre de vraiment voir si c'est quelque chose qui nous intéresse sur le long terme, vraiment dans un côté plus apprentissage, puis en même temps d'offrir quelque chose qui avait déjà eu un peu de similaire à Sainte-Germaine. Fait que ça, si je comprends bien, ça veut dire que, bon, vous faites ce projet-là, c'est un projet de cuisine. Oui. Qui, on va parler tantôt du fameux CFP, le Centre de formation professionnelle. Vous faites ce projet-là, puis après ça, vous décidez si c'est bien ou pas. C'est sûr que j'enlève le mot pas, là, c'est sûr. Mais vous allez faire une rétrospective un peu. Vous allez vous asseoir, puis vous allez regarder, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un peu ça? Exactement. Dans le fond, nous, après ce projet-là, c'est sûr qu'on va se poser... La question a déjà été posée à plusieurs reprises par plusieurs personnes, si on avait l'intention de continuer par après. Dans le fond, nous, c'est sûr qu'on est encore étudiante. On n'a pas énormément d'expérience en entrepreneuriat, d'où sort le projet Cuisine éphémère. Donc, on fait bénévolement les 4 ensemble, puis avec le support du club Le Cotillon de la Sarre. Excusez-moi, Sainte-Germaine. Puis, dans le fond, on veut pas s'engager sur le trop long terme, on veut pas prendre de trop gros risques, mais en même temps, on veut offrir quelque chose de le fun, quelque chose de différent qu'on va pouvoir apporter à la communauté là-bas. Là. Ça part d'abord, qui a eu cette idée-là? Parce que ça, là, ouais, c'est pas donné là, à tout le monde d'arriver de dire, bon, bien là, on se lance là-dedans, ça fera ce que ça voudra quasiment un peu, mais vous en êtes pas là. Puis c'est pas comme ça non plus. Non, c'est... dans le fond, mes 3 autres collègues avaient fait un souper au Skinoramique de Sainte-Germaine l'été dernier pour une montée de fonds. L'hiver dernier, excusez-moi, pour une montée de fonds. Puis ça s'était super bien passé, puis les gens ils en redemandaient encore, des soupers, des trucs comme ça. Puis on avait toutes eu des expériences de stage très différentes. Puis dans le fond, on avait toutes nos raisons de ne pas vouloir retourner à nos stages où est-ce qu'on avait été. Il y en a que c'était parce que c'était trop loin ou que c'était juste trop d'engagement pour l'instant, des trucs comme ça. Puis on voulait tout vivre de quoi de différent, quelque chose qui allait nous pousser un peu plus hors de notre zone de confort. Puis dans le fond, Eva, qui est une des personnes qui a fait émerger l'idée, dans le fond, et son conjoint Mario, qui est un organisateur communautaire à Sainte-Germaine. Dans le fond, Mario, il avait déjà dit à Eva à plusieurs reprises, hey, est-ce que ça t'intéresserait d'ouvrir quelque chose à Sainte-Germaine? La communauté en demande, c'est ça. Oui, c'est ça. La communauté en demande, puis tout. Puis nous autres, les 3 autres, on avait tout envie de faire quelque chose de différent, puis tout. Puis Eva nous a apporté l'idée. On a discuté, puis le projet est juste fleuri de là. On en a parlé avec nos enseignants, était très sportif, avec la direction de l'école, qui était enjoué puis excité parce que c'est une première, dans le fond, pour l'école de cuisine dans la Sarre, un projet comme ça, d'aussi grande envergure. Hein. Autrement dit, vous vouliez faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Oui. On voulait essayer de renouveler un peu ce qu'il y avait déjà eu, faire quelque chose de différent, mais quand même rester dans quelque chose d'assez similaire. Une approche que la communauté avait déjà appréciée auparavant. Fait que, parce que déjà, vous aviez fait de la cuisine, comme vous avez dit tantôt. Oui. Mais ce mec-là, vous vouliez sortir en dehors des sentiers battus, autrement dit. Aller faire votre expérience personnelle à 4. Oui. C'était ça. Oui. Oui, c'est notre expérience personnelle, mais on a vraiment eu un bel encadrement de nos enseignants, puis aussi le comité de Sainte-Germaine, puis tout. On a, surtout notre direction, on a eu des rencontres. Ça a été vraiment fait de la bonne façon, je crois, selon moi. Là. C'était vraiment quelque chose que... moi, je suis encore jeune, j'ai 18 ans, puis on est 2 autres qui sont un peu plus jeunes, qui ont moins d'expérience sur le marché du travail, puis on a vécu des choses pour la première fois qui vont nous apporter tellement de connaissances, puis d'expérience qu'on va pouvoir apporter avec nous par après ça, là, qu'on n'aurait pas eu autrement. Est-ce que c'était un peu le but premier de parfaire vos expériences en cuisine?
Oui, dans le fond, on avait l'impression aussi un peu quand on a starté ça qu'on allait vraiment plus utiliser nos connaissances puis nos techniques puis toute la théorie puis la matière qu'on a vraiment appris tout au long de la dernière année avec nos enseignants à l'école. Tu sais, on fait pas juste cuisiner, on fait notre organisation, on fait nos propres commandes, on organise nos soupers, nos brunchs, nos dîners, on gère tout, on contacte les clients, on contacte notre fournisseur, on a vraiment une grosse organisation. Là. Moi, ce que j'ai remarqué, là, j'ai pris de notes vite ici, là, parce que vous avez dit ça tantôt, puis je veux revenir sur ça. Sortir de votre zone de confort. Oui. Ça, c'est important. Oui. Des fois, il y en a qui vont dire, oh, mais 18, 19 ans, la zone de confort. Non. Je m'excuse, là, mais la zone de confort, là, elle peut être à 5 ans comme à 50 ans. Là. Oui. Donc, vous autres, vous avez jugé qu'à votre âge, vous aviez une certaine zone de confort, mais vous vouliez la dépasser. Vous vouliez sortir de cette zone-là. Est-ce que vous avez réussi? Je te dirais qu'en ce moment, on est tous un peu sur les nerfs. On est tous surexcités. On a eu nos premiers clients, on a eu nos premières visites. On est tellement enthousiastes de tout ça que je te dirais que c'est tout nouveau. Fait que pour sortir de notre zone de confort, on le fait vraiment à 100%. C'est tout quelque chose qu'on n'a jamais fait. T'sais, on a déjà bâti des projets à l'école, ou trucs comme ça, fait au secondaire ou au cégep, dépendamment des personnes. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à repousser nos limites, qui nous force à sortir de notre petite gêne puis à dire comme non, si on veut vraiment aller chercher l'information, aller chercher l'expérience, il faut pousser, il faut aller voir les personnes, faire les rencontres, remplir les documents, puis vraiment se rentrer à telle heure le matin, finir à telle heure, faut rester plus tard ce soir, on reste plus tard le soir, faut servir les gens viennent nous voir, on est heureux de les voir, on est heureux de les servir. Et c'est vice-versa aussi. Oui. Ça fait juste 2 jours qu'on a commencé, fait que bien sûr qu'on n'a pas eu énormément de clientèle encore, mais oui, puis juste les gens qui sont venus étaient souriants puis étaient vraiment heureux de voir ce qu'on faisait. Là. Comment vos enseignants ont pris ce projet-là? Ils étaient curieux, un petit peu perplexes sur comment que ça allait fonctionner au départ, mais vraiment enthousiastes de voir l'initiative venant de leurs élèves puis de voir le projet, puis tout ça. T'sais, on est arrivé, on avait une feuille de base, on s'était rempli une feuille de cartable avec nos idées, puis comment est-ce qu'on allait atteindre ces idées-là. Tu sais, pas juste un rêve, vraiment un plan de match. Puis on a présenté ça à notre enseignante qui a dit « Écoute, ça n'a jamais été fait, mais ça serait vraiment génial. » Puis elle est allée voir le directeur après ça, on a parlé avec l'autre enseignant, on a eu des rencontres, puis tout le monde était comme « Vous avez plus que juste une idée, vous avez vraiment un plan de match sur comment est-ce que vous allez fonctionner. » Autrement dit, le plan était fait, vous saviez exactement où vous vous en alliez, puis vous l'avez présenté à vos enseignants qui ont collaboré, j'en suis persuadé. Oui. T'sais, on avait un plan de base, puis après ça, on a été chercher le support nécessaire puis les informations nécessaires. On l'a travaillé, on l'a évolué jusqu'à avoir ce qu'on commence avec cette semaine. Okay. Oui. Vous êtes 4 étudiantes au Centre de formation professionnelle en cuisine. Oui. Okay. 4 amis? Oui. 4 amis, on a vécu des expériences ensemble pendant la dernière année, on a développé des amitiés, des liens forts qu'on savait pas qu'on allait pouvoir comme forger aussi rapidement, puis des confiances, puis veux pas, la cuisine, ça vient chercher le cœur. Fait qu'on en apprend vraiment beaucoup sur les personnes, juste en cuisinant ensemble, puis tu vois vraiment les côtés, des bons côtés puis les mauvais côtés des personnes qui ressortent. Il y a des recettes qui sont plus difficiles, qui te poussent à aller chercher puis tout. Puis on a fait de la collaboration pendant des soupers. Fait qu'on savait déjà comment est-ce qu'on fonctionnait en équipe ensemble. On sait c'est quoi la majorité des points forts puis des points faibles de chacun, puis on sait comment les exploiter ensemble pour aller chercher le meilleur de soi-même. On vous demande de faire un souper. C'est une question là, que je pose comme ça. Là. On vous demande de faire un souper. Quelles sont les premières directives que vous allez vous donner à vous autres? Est-ce que vous allez suggérer un menu ou bien non, si vous allez prendre le menu que l'organisme va vous demander, comment vous allez fonctionner là, avec ça? Dans le fond, nous, quand on reçoit une demande de souper à date, on prend en compte toute l'équipe, on se rencontre tout ensemble, on décide, on pose des questions, on interagit avec le demandeur, demanderesse, puis on vérifie c'est quoi le besoin, c'est quoi qu'ils veulent particulièrement. On en a quelques-uns où est-ce que
c'est des gens qui voulaient inviter d'autres personnes à souper, qui voulaient inviter de leurs collègues, qui voulaient inviter... On leur a demandé, on dit, est-ce que vous voulez un 3 services? Est-ce que vous voulez un 4 services? Est-ce qu'on veut quoi de plus compliqué? Et puis, est-ce qu'on veut quoi de plus simple qui va plaire plus à tout le monde? Puis on vérifie surtout, très important, les allergies. Fait que par après ça, on leur bâtit environ 3 à 4 menus qu'on leur propose, puis qu'on sait qu'ils sont réalisables selon le temps qu'on a, puis selon les capacités pour fournir qu'on a. Puis on élabore ça ensemble, on leur envoie le menu, puis on communique d'avant et derrière avec les personnes qui veulent organiser ce souper-là, dans le fond. Vous ouvrez une petite porte et puis elle est très, 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 très importante. Peut-être que ça a passé vite, là, mais je veux revenir sur ce que vous m'avez dit il y a quelques secondes. Vous regardez les allergies. Oui. Ça, c'est d'une extrême importance. Oui, puis c'est assez compliqué de travailler avec des allergies très pointues en cuisine. Tu sais, c'est toujours... tu sais, il y a des goûts, ça change. Ça se développe, ça se travaille, ça... Des allergies, c'est à la vie. Oui, c'est un enjeu parce que tu veux pas servir quelque chose puis risquer d'avoir un problème ou une situation particulière. Je vais vous donner un exemple. Un organisme vous arrive pour avoir un souper. Okay? On va dire 4 services. Okay? Mais si cet organisme-là vous dit, mais par contre, Fiona, c'est important, on a dans ce souper-là, on a 6 personnes qui souffrent de la maladie cœliaque, allergie au gluten. Il vous faut en prendre en considération, parce que moi, je connais cette maladie-là. Je n'en suis pas atteint, mais je la connais très bien. Puis Dieu sait que si la personne triche, ça peut être excessivement grave. Oui, ça peut être une question de mort, voilà, littéralement. Exactement. Fait que là, ça devient pointu, là. Oui, c'est sûr que nous, on est 100% honnête avec les personnes avec qui qu'on sert. Si on se fait demander quelque chose d'un peu trop ambitieux pour l'état de ce qu'on a, c'est sûr qu'on va... on va être honnête. Des fois, si c'est trop poussé... Surtout, mais, il faut oui. Puis, à l'école, c'est sûr qu'on a appris comment gérer des trucs pour éviter les allergies, pour éviter les problèmes et tout ça. Puis, il y a des procédures à prendre au sérieux, puis beaucoup de nettoyage, puis d'assainissement des produits qu'on utilise, des instruments, plaques, fours et compagnie. Fait que ça veut dire une association qui a des problèmes d'allergie à l'intérieur de cette association-là, vous ne refuserez pas. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser, mais il va y avoir une discussion, peut-être à changer quelque chose sur le menu, ou, mais c'est plus rare que c'est un grand nombre de personnes. Souvent, c'est 1 ou 2 personnes en particulier. Fait que vous allez en tenir compte. Oui. En terminant, il reste à peine 1 minute. Qui soutient ou parraine ce projet-là? Dans le fond, il y a Mario qui est notre superviseur de stage pour le projet. Il passe beaucoup de temps avec nous là-bas, s'assure qu'on a toutes les ressources qu'on a besoin. Puis il y a aussi le CFP du Lac-Abitibi de la Sarre qui nous encadre vraiment beaucoup là-dessus, surtout sur l'organisation du départ, ainsi que nos enseignants qui viennent vraiment nous encadrer au maximum. Madame Bergeron, toujours un plaisir. Merci infiniment. Puis c'est un beau projet qui vous tient à cœur et avec raison également. Fait que je vous souhaite à vous et à vos 3 autres personnes qui font partie de ce projet-là tout le succès possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le CREAT a organisé le rendez-vous de la biodiversité. Alors, pour un plan nature 2030 à la hauteur des attentes. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente du CREAT, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Habituée de vous recevoir pour le filon vert, etc. Là, on va changer de créneau, si vous me permettez. On va y aller avec le CREAT et je tiens à vous féliciter aussi parce que vous faites un beau travail dans ça. Puis, c'est important, le CREAT. Expliquez-nous vitement, qu'est-ce que le CREAT? Bien, dans le fond, c'est le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1995 et qui travaille là, sur différents enjeux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour améliorer ou contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement dans notre région.
On a de l'ouvrage à faire sur l'environnement. Est-ce que les gens sont respectueux de l'environnement? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, en bientôt 2024? Ben, c'est bien relatif, là, dépendamment dans quelle situation qu'on se trouve ou des choses comme ça. Je dirais, en général, oui, les gens sont respectueux de l'environnement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, naturellement, puis de sensibilisation pour que les gens comprennent que l'environnement, c'est ce qui est essentiel à la vie. Si on détruit notre environnement, ben indirectement, on se nuit à nous-mêmes comme individus. Oui, on en fait partie. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la biodiversité. Nous, les humains, on fait partie de cette biodiversité-là. Moi, je ne peux pas concevoir que en 2024, bientôt, qu'il y a des gens qui ne sont pas trop respectueux envers la nature. On en voit malheureusement encore beaucoup trop. Ah, c'est sûr, on en voit encore beaucoup trop. Le travail est toujours à refaire. Tout le temps à refaire. Madame Chanteauvert, si je vous demandais de nous expliquer le rendez-vous de la biodiversité. Dans le fond, c'est une consultation qui était sur invitation, ciblée, avec différents intervenants de différents secteurs d'activité dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On avait choisi un lieu privilégié dans la région qui est le refuge Pajot. On trouvait que c'était très approprié de faire un rendez-vous de la biodiversité au refuge. Fait que c'était une super belle journée de consultation. Il y avait une quarantaine d'intervenants de différents milieux. C'était fait via des tables de discussion. Il y avait 5 tables de discussion. On discutait tous de la même chose pour apporter des idées, mettons, par rapport à des cibles sur les enjeux régionaux de la biodiversité. C'est quoi les points, ces actions qui sont déjà réalisées et qui sont à prévoir, lesquelles on veut prioriser parce qu'on peut pas tout faire la même année. Exactement. Donc, on avait cet aspect-là. Puis, on terminait là par une discussion ou en tout cas un échange par rapport à la mobilisation là, des acteurs régionaux. Les échanges se font de quelle manière? C'est chacun arrive à porter est-ce qu'on peut dire un jugement? Peut-être, mais les gens apportent quoi de nouveau? Ben, dans le fond, dans la façon qu'on a fonctionné pour notre rendez-vous, c'est qu'on avait ciblé des ateliers, on avait des thèmes, puis on posait des questions aux participants. Okay. Genre, l'atelier 1, c'était des cibles pour les enjeux régionaux de la biodiversité. Bon, c'est quoi les cibles du plan nature qui devraient être mises en œuvre en priorité en Abitibi-Témiscamingue? Fait que là, les gens apportaient leur point de vue, apportaient leurs propositions qu'on inscrivait parce que faut tout colliger parce qu'on a un rapport de consultation à produire. Parce que nous, on a fait notre consultation en région, mais tous les autres conseils régionaux de l'environnement du Québec aussi avaient ce mandat-là qui a été reçu par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, FONEPAC, très long à dire. Mais tout ça va se colliger ensemble pour établir une stratégie d'un plan nature 2030 pour le Québec qui devrait être déposé, là, le gouvernement veut le déposer au printemps 2024. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, parce que quand on parle de plan nature 2030, à la hauteur des attentes, quelles sont les principales attentes? Bien, dans le fond, bon, quand on dit plan nature 2030, c'est que c'est sur un horizon entre 2023 et 2030. Okay. C'est pour ça que on se donne 7 ans. Oui, on se donne 7 ans, mettons 6 parce qu'on arrive en 2024. Fait que ça, c'est l'horizon sur lequel on doit travailler. Puis à la hauteur des attentes, ben dans le fond, c'est que dans chacune des régions, on a établi c'est quoi les enjeux, c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qui est prévu faire ou qui est déjà fait, mais qu'on veut perpétuer dans le temps parce que c'est une bonne initiative qui est importante. Fait que les creux ont des attentes, les citoyens ont des attentes, donc on veut que ce soit à la hauteur des attentes des citoyens et de ceux qui auront participé et qui se seront engagés dans la deuxième partie là, de ce projet-là du plan Nature 2030. Les citoyens demandent quoi habituellement?
Oh mon Dieu, C'est large. C'est très, très varié. Tu sais, je veux dire, si on pense au niveau forêt, on peut penser à revoir la possibilité forestière en région, étant donné les feux de forêt de grande dimension, même si les plus grandes dimensions y ont été faites dans le nord du Québec, mais quand même, ça a un impact sur la possibilité forestière. C'est un des éléments. D'autres éléments qui ont été apportés, c'est de donner accès, on parle de donner accès à la nature aux citoyens, ben, de conserver certaines initiatives. Ce qui est inquiétant, c'est, mettons, l'arrivée des espèces exotiques envahissantes. Il y a un comité régional qui est coordonné par le Conseil régional d'environnement, donc on veut que ça perdure. Fait que différentes préoccupations ont été apportées, que ce soit par rapport au respect de la quantité d'orignal, de la chasse. Est-ce qu'on continue à ouvrir la chasse? On veut avoir des données. Beaucoup ont porté sur l'accès aux données, ou du moins d'augmenter les données, de prendre des données par rapport à la biodiversité, parce que il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Tu sais, on pense, mettons, au niveau de la faune payante, l'orignal, la chasse à l'ours, etc. Ça, on a des données peut-être plus précises, qui restent à bonifier quand même, mais tous les aspects de biodiversité qui ne sont pas de faune payante, les oiseaux qui apportent un élément intéressant, les insectes pollinisateurs, etc. Ça va loin. Ah, ça va, ça touche... C'est infini, quasiment. Tu sais, la biodiversité, dans le fond, ça touche toutes les milieux, tu sais, on parle d'agriculture, on parle de foresterie. Est-ce qu'on parle de mines? Ben, bien sûr, on parle de mines, parce que les mines, même si c'est dans un milieu peut-être restreint, mais ça peut avoir un impact sur la biodiversité dans une très grande envergure. Oui. Donc, tout est sur la table. C'est grand. La biodiversité, c'est grand. C'est vraiment... Ça touche à tout. Oui, c'est immense la biodiversité, comme je disais en début. Nous, on fait partie comme mammifères humains de cette biodiversité-là. On est peut-être celui qui a le plus d'impact sur notre environnement qui nous entoure. Mais tu sais, on avait une vidéo de M. Jean Lemire en début pour présenter au rendez-vous de la biodiversité. Puis tu sais, il nous faisait état des statistiques des espèces qui sont disparues dans le monde. C'est assez important, là. Tu sais, genre, si je me souviens bien, c'est 68 000 espèces qui ont disparu dans le monde, là, pas juste au Québec. Non. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'espèces, puis il y en a qui sont vulnérables, qui sont précaires, puis plus qu'on avance dans le temps, dépendamment des espèces, ben il y en a qui vont le devenir. Le plan Nature 2030, ça, c'est issu de la fameuse COP 15. Effectivement, ça découle de la COP 15. C'est un engagement que le gouvernement du Québec a pris à la fin de la COP 15 pour dire, nous autres, on va travailler sur une stratégie qu'on a appelée Plan Nature 2030. Puis, on va consulter la population. D'ailleurs, nous, on a tenu un rendez-vous de la biodiversité sur invitation, mais il y a aussi, via Internet, une consultation que les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, peuvent taper ça, Plan Nature 2030. Ils peuvent répondre à tes questions pour dire, nous, à quoi on s'attend. Et la suite des choses, après notre rendez-vous de la biodiversité qu'on a tenu sur invitation, on va élargir, on va élargir la mobilisation et on va demander à différentes organisations de s'engager en prenant une résolution, que c'est le milieu municipal, le milieu minier, le milieu forestier, la société civile, les organisations, parce que on ne pouvait pas recevoir tout le monde lors de notre rendez-vous, mais il y a quand même une deuxième étape là, qui s'en vient. Chez nous, la biodiversité régionale fait face quand même à de nombreux enjeux. J'en ai sorti ici quelques-unes, là. Exploitation des ressources, fragmentation du territoire, prolifération d'espèces exotiques, on en a parlé un peu, des espèces exotiques envahissantes ou d'épidémies d'insectes. Ça touche vraiment... Moi, je regarde ça, là, puis quand on va aux épidémies d'insectes, on parle d'adaptation au changement climatique aussi. C'est comme je reviens tout le temps
tant que c'est vaste. Bien, c'est très vaste, puis les changements climatiques qui s'en viennent, puis qu'on voit déjà une présence, là, si on pense aux feux de forêt qu'on a eu cette année, bien, ça va amener des espèces fauniques, floristiques, ils vont remonter. On en voit de plus en plus. On a, oui, des espèces exotiques envahissantes, mais on voit aussi l'arrivée de d'autres espèces. Je prends les urubus, qui est une espèce d'oiseau, que déjà, il y a 10 ans, on ne voyait pas du tout en Abitibi. Le cormoran, c'est un peu la même chose. Puis ils viennent ici, puis là, ils prennent un peu, des fois, la place d'espèces plus naturelles. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et puis, ben, comme je dis, il y a des espèces qui deviennent précaires à cause de nouvelles espèces qui apparaissent. Fait que, tu sais, c'est un cercle, c'est un cercle de vie qui n'est pas toujours favorable. Parce qu'on en voit des oiseaux à ce temps-ci que l'on ne voyait pas quelques années passées. Puis des fois, on se demande, mon Dieu, ça me semble que je n'ai pas vu ça jamais, moi. Cet oiseau-là, on se pose des questions, mais c'est dû à ça. Là. Bien, les changements climatiques, tu sais, il a fait chaud là, quand même pendant une bonne période. Oui. Là, on se retrouve plus dans la normale. Oui. Mais tu sais, dans la période qu'en octobre, habituellement, les bernaches, ils ont fini de passer. Là, mais, oui, puis on les a pas vus quasiment. Puis là, ça nous a pris plus de temps à retourner vers le sud parce qu'il fait plus chaud. Donc, ils sont... Les autres, ils voyagent avec la température. Quand ils s'en vont à l'automne, ils partent du nord pour s'en aller au sud. Mais si le nord est chaud, ils sont pas pressés, là. Ben, ils sont pas pressés. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas juste... Ils sont mêlés, non, mais ils sont mêlés un peu. Ils peuvent être un petit peu mêlés, puis ça fait en sorte que, là, on parle des bernaches, mais il y a plein d'autres espèces d'oiseaux que, rendus au mois d'octobre, habituellement, ces oiseaux-là sont plus là, mais que là, ils sont encore là. Fait qu'on a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Exactement. Une dernière question, Mme Chantoreur, parce que le temps nous presse. Les prochaines actions du CREAD? Bien, par rapport au plan nature, comme je disais tantôt, c'est vraiment une mobilisation. On va envoyer une résolution type mettons, au milieu municipal, au milieu forestier, au milieu minier, puis on va lui demander de s'engager sur une action que eux pensent qu'ils sont capables de réaliser. On les en propose, mais ils vont pouvoir choisir celui qu'ils vont faire. Puis on va devoir assurer un suivi. Là. Voilà, puis une dernière proposition qui s'est faite lors du rendez-vous, c'est d'avoir un lac à l'épaule éventuellement avec les mêmes intervenants du rendez-vous pour voir pour la suite des choses. Ça serait essentiel. Merci beaucoup, Mme Chantoreur. C'est vraiment très intéressant. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.